Alors la genèse, elle est assez ancienne, hein, puisque finalement j'ai commencé à travailler sur les jardins zoologiques quand j'étais en maîtrise. Le premier moment sur lequel j'ai travaillé sur le Biodôme de Montréal, qui est l'ancien vélodrome olympique qui s'est transformé en zoo. Donc en fait, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis le moment où j'ai commencé à faire de la recherche, qui a donné lieu ensuite à ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2010. Donc voilà, c'est il y a 15 ans. Et donc cet ouvrage finalement, c'est le résultat d'un temps long dans lequel j'ai travaillé de manière plus ou moins intense sur les jardins zoologiques, ce qui a permis un peu aux choses de se décanter et voilà, au bout de tout ce temps, je pense, de faire émerger ce qui me semblait central. Et donc, en tant que géographe, pourquoi est-ce que le zoo m'a intéressé? Parce que je dirais que d'abord, c'est un lieu où l'espace est central. C'est un lieu de mise en ordre du monde qui passe pas d'abord par un discours, mais par finalement des murs, des fossés, des mises en espace du monde. Donc, on crée un lieu qui dit des choses sur le monde, sur le vivant, sur la façon dont on le classe, comment on distingue des êtres d'autres, comment on leur fait faire des choses. Et donc au fond, ce qui me semblait, c'était que l'entrée par l'espace était absolument cruciale pour penser le zoo. C'est une sorte de miniature du monde. C'est un espace de classement. Et donc voilà, c'était vraiment l'entrée d'abord par le dispositif qui m'a intéressé. Alors l'idée, il y avait déjà eu des travaux sur les jardins zoologiques, mais plutôt en histoire. Donc la façon dont je me suis positionné par rapport à ces travaux, c'est évidemment de les lire, comme on fait classiquement, mais aussi de voir là où ils s'arrêtaient. Souvent là où ils s'arrêtaient, c'était la période contemporaine, c'est-à-dire à partir des années 30, 40, finalement les travaux s'arrêtaient. Et donc d'une certaine façon, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une vision qui soit pas uniquement monographique, mais bien une vision comparatiste des zoos pour essayer de voir leur variabilité dans des pays, mais aussi des systèmes de pensée différenciés. Donc dès le début, l'idée c'était d'avoir des terrains qui soient comparatistes, aussi ouverts que possible. Et donc j'ai eu des terrains de durée relativement longue en France, aux États-Unis. Mais j'ai fait aussi une série de visites assez importantes. J'ai visité une 50aine de zoos, et puis tous les gens que je rencontrais, les collègues, les enseignants, les amis qui partaient en vacances, je leur demandais, j'avais une sorte de petit protocole, et je leur demandais de prendre des photos, de regarder certaines choses, et comme ça de constituer une sorte de base de données qui s'élargissait aussi grandement que possible. Voilà, pour essayer finalement de creuser cette idée des formes, des variations, des régularités de ce qu'on trouve au zoo. Et donc, d'une certaine façon, le terrain du zoo est très accessible, puisque comme visiteur, on peut en payant rentrer n'importe où, dans n'importe quel zoo. Mais après, par contre, c'est plus compliqué de rentrer, d'entrer en contact avec la direction, avec les soigneurs, avec la vie du zoo dans son fonctionnement, dans son travail, parce que c'était pas encore tout à fait le cas quand j'ai fait ma thèse, mais de plus en plus, il y a des enjeux autour de la question du droit des animaux, et donc le fait que le chercheur peut aussi on peut le soupçonner d'être quelqu'un qui vient pour dévoiler le mauvais fonctionnement du zoo, pour dénoncer des mauvais traitements. Et donc il y a une vraie méfiance de la part des acteurs zoologiques qui existe désormais. Et les zoos, évidemment, ils sont à la fois des établissements qui sont très situés historiquement, qui sont très situés aussi géographiquement, ils sont dans des lieux spécifiques, mais au fond, le principe du zoo, c'est-à-dire le fait finalement de présenter des animaux pour le plaisir de les voir, les collectionner d'une certaine façon, c'est quelque chose qui est extrêmement ancien et qui, d'une certaine façon, s'articule avec le fait que l'espèce humaine n'est pas une espèce solitaire. On a toujours vécu avec des animaux, en fait, on s'est humanisé avec une myriade d'animaux qui ont toujours été fascinants. On pense évidemment aux peintures rupestres qui accompagnent l'émergence de l'humanité. Et donc, on a des traces archéologiques qui sont extrêmement anciennes. Chez les anciens Assyriens, il y a 2000, 3000 ans, on trouve des traces déjà de ce qu'on peut penser être des collections d'animaux qui sont pas là pour des fonctions qui seraient de nourriture ou de chasse, mais bien des animaux qui sont des fonctions probablement esthétiques, aussi des fonctions sans doute religieuses, mais qui sont déjà des collections en fait d'animaux qui sont là
pour être à disposition du regard et d'autres types de fonctions. Donc au fond, on a une histoire qui est plurimillénaire des zoos, mais qui se déploie pas partout. C'est-à-dire qu'on trouve des traces archéologiques dans certains espaces et pas dans d'autres. Donc le zoo n'est pas universel. Par ailleurs, évidemment, il va se recomposer jusqu'à aujourd'hui en prenant des formes qui sont très diverses. On va le trouver en Europe occidentale en particulier sous des noms et des formes qui sont différenciées. On pense aux ménageries, les volières ont été aussi des espaces de présentation des animaux. On va trouver des sérails, donc on a toute une série de termes qui d'une certaine façon renvoient à un principe similaire. C'est pas exactement des zoos, mais c'est des lieux de présentation d'animaux extraordinaires qui sortent du quotidien et qui sont là à la disposition du regard ou d'autres types de fonctions. Donc le terme de zoo lui-même, on peut sans doute le dater de la fin du 19e, milieu du 19e siècle, dans une chanson en fait qui mobilise ce terme et qui va devenir en fait, qui va sans doute être à la mode à un moment, puis il va finir par s'ancrer finalement dans le langage commun. Et on fait souvent on pense souvent le passage de la ménagerie au zoo autour de ce terme lui-même, mais aussi parce que il y a l'idée que finalement le zoo pendant longtemps était finalement un espace des puissants, un espace dans lequel ceux qui avaient le pouvoir, l'argent, la capacité finalement de faire venir de très loin des animaux rares et précieux, donc des espaces qui étaient d'abord privés, qui étaient réservés à ceux qui les entouraient, la cour ou les formes que prenaient les élites à ce moment-là, et qui va progressivement au 19e siècle devenir un espace ouvert au grand public. Avec cette idée, il y a un moment un peu symbolique qui est souvent mis en avant, on passe de la ménagerie royale, finalement, la ménagerie du Jardin des Plantes, qui est un espace public, ouvert au public, qui doit mettre en avant la science. Et donc il y a comme ça des ruptures qu'on peut mettre en avant, qui sont plus ou moins justifié, mais clairement il y a progressivement une ouverture, ça devient un équipement qui est très diffusé dans les grandes villes et dans lequel vient un public nombreux, qui n'est plus uniquement un public aristocratique ou d'élite urbaine. Et puis après il y a d'autres formes d'histoire qui existent au zoo. C'est aussi l'histoire de la mise en scène elle-même du zoo, avec des formes architecturales notamment qui sont qu'on peut retracer, et notamment sur la période assez récente, qui montre à la fois évidemment des modes sans doute, mais plus profondément il me semble des rapports aux animaux qui se transforment. Donc on a, si on veut le faire de manière assez simple, finalement un parcours qui passerait d'espaces où les animaux sont mis en cage, dans des cages qui sont de plus en plus solides, voire ouvragées, dans lequel au fond la question de la domination d'animaux puissants est loin d'être un problème, mais au contraire finalement quelque chose qu'on peut valoriser. Celui qui est capable de présenter ici des animaux comme des éléphants par exemple, des animaux de grande puissance, met en scène aussi son pouvoir jusqu'où vont ses réseaux. Il est capable de faire venir des animaux rares de très loin, il est capable aussi de dominer les êtres les plus puissants. D'une certaine façon, c'est aussi la façon de mettre en scène un pouvoir qui est celui sur les autres humains, mais aussi le vivant de manière générale. Progressivement, ça c'est quelque chose qui va devenir problématique, cette question de l'enfermement. Et donc on va voir au tournant du 19e siècle, début du 20e siècle, en particulier avec Karl Hagenbeck, qui est un marchand d'animaux à l'origine, qui va en fait proposer une scénographie qui est assez différentes, dans lesquelles les barreaux disparaissent. On va plutôt avoir des systèmes de fossés, des systèmes de haies qui permettent en fait de séparer les humains, les animaux, mais aussi les animaux entre eux, d'une façon qui est absente en fait. Les fossés, c'est la séparation par l'absence, par quelque chose qu'on ne voit pas, puisqu'on a vraiment des paysages qui sont composés avec des animaux qui en nature s'entre-dévoreraient, des proies, des prédateurs, qui sont séparés par des fossés. Ça ferait comme ça des plans, premier, second, troisième plan, des rochers au fond qui finissent de composer ce paysage et qui créent comme ça une nouvelle façon de mettre en scène les animaux. Et puis on va avoir encore des transformations dans les années 70. Un exemple célèbre est celui du zoo de Seattle, où là l'idée ça va être non plus de faire le tour du zoo en regardant de l'extérieur des animaux, mais de rentrer dans leur territoire. C'est en tout cas ce qu'on met en avant.
L'idée qu'au fond, sont plus les animaux d'ailleurs qu'on fait venir ici, mais nous qui voyageons dans l'espace dans lequel ils vivent. Et donc les zoos qui ont beaucoup d'argent, parce que c'est des dispositifs qui sont extrêmement coûteux, dans les pays riches, vont mettre en avant ces formes d'immersion dans le monde de l'animal qui est recréé par des systèmes techniques complexes, des buses qui vont projeter de la vapeur d'eau, une sonorisation qui crée une atmosphère, évidemment plus de barreaux, et puis des groupes d'animaux, et puis des chemins tortueux dans lesquels on a l'impression qu'on va se perdre, et dans lesquels d'une certaine façon on rejoue à être un explorateur ou un chercheur perdu dans la forêt primaire, et qui d'un coup, par miracle, tombe sur des gorilles et un mâle au dos argenté. Voilà, donc on a comme ça des formes de transformation dans lesquelles se joue une histoire de l'architecture, mais aussi une histoire des rapports aux animaux, puisque d'une certaine façon, ce qui disparaît, c'est l'idée que l'enfermement ou la domination de l'animal serait quelque chose à valoriser. Ce qui est mis en avant de plus en plus, c'est l'idée d'une forme d'authenticité de l'animal sauvage qui passe souvent, le plus souvent, par le fait qu'il soit à distance des humains et qu'il n'ait pas été transformé finalement par les relations qu'on a avec lui. Donc un espace qui est tout à fait intéressant parce que évidemment il nous présente des animaux et il nous présente comme étant loin de nous. Et c'est ça qu'on vient rechercher. Alors, la question de l'exotisation, de l'exotique et puis de l'exotisation, puisqu'il s'agit évidemment de penser ça comme un processus social et pas comme un fait. Hein. C'est pas des animaux qui sont exotiques en soi, mais qui sont transformés, qui sont exotisés par des processus sociaux. Il est crucial aux zoos parce que au fond, ce qu'on vient voir aux zoos, c'est pas des chats, c'est pas des vaches, mais c'est des animaux qui sont pensés comme des animaux qui sortent du quotidien. C'est des animaux extraordinaires, donc qui sortent vraiment du quotidien. Et pour ça, il y a plusieurs processus qui existent. Hein. C'est des animaux qu'on va penser comme sauvages et c'est des animaux qu'on va penser comme exotiques. Et donc, effectivement, le zoo va présenter des animaux spécifiques qui vont varier un petit peu en fonction des lieux, mais assez peu. C'était d'une certaine façon une sorte de déception au début de mon terrain de thèse. Je m'attendais à finalement des grandes variations des collections des zoos en fonction des espaces finalement où ils étaient présentés. Avec cette idée que j'avais en tête, effectivement, que le zoo, c'est le lieu de l'extraordinaire, c'est des animaux qu'on ne voit pas de manière régulière. Et puis, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'en fait, il y a une forme de régularité très profonde des collections des zoos. Évidemment, il y a des variations, il y a des animaux qui sont présents ou pas, il y a des animaux qui sont plus mis en avant dans certains pays que d'autres. En Chine, en particulier, les poissons rouges ont une place très importante pour des raisons qui sont spécifiques, mais au fond, on retrouvait toujours le lion, la girafe, l'éléphant, un certain nombre de grands singes, et s'il y avait ces animaux-là, alors on était dans un zoo. Par contre, si ces animaux étaient absents et qu'il y avait d'autres types d'animaux, alors là, souvent, le zoo lui-même ne s'appelait pas zoo. Ou alors, certains acteurs considéraient que non, c'était pas un zoo. Effectivement, lors de mon terrain, j'avais pu accompagner des directeurs de zoo. On avait été dans le sud de l'Angleterre et on visitait un certain nombre d'institutions zoologiques. Et dans l'une d'elles, il y avait une présentation d'animaux des lieux, qui n'étaient pas des animaux familiers, mais des animaux de la forêt. Et la directrice du zoo de Lille, je crois, à l'époque, m'avait dit « Non mais c'est pas un zoo ça, c'est pas un zoo parce qu'en fait on présente des animaux d'ici ». Et donc il y a cet implicite qui est que finalement le zoo c'est la présentation d'animaux qui ne sont pas d'ici. Mais ça, c'est vite rentré en contradiction avec le fait que ces animaux charismatiques, ces grands mammifères, voilà, qu'on vient voir au zoo, d'une certaine façon, qui résument le zoo, il suffit d'avoir ces 4-5 animaux pour au fond faire un zoo, et bien au fond, ils viennent bien de quelque part à l'origine. Ma surprise a été grande effectivement quand je me suis rendu compte que dans les pays d'où viennent ces animaux, enfin les espaces dans lesquels il y a encore des populations sauvages ou en tout cas dans des parcs, et bien au fond on retrouvait les mêmes animaux. Et on retrouvait pas plus d'animaux qui auraient été très lointains, il n'y avait pas d'ours bruns, il n'y avait pas particulièrement de marmottes dans ces espaces-là. Et donc, au fond, je me suis rendu compte progressivement que l'exotisation, c'était pas l'écart avec le quotidien, mais l'écart à des formes de normes implicites de ce qui est le normal. Voilà. Et que donc, au fond, ce qui apparaissait, c'est qu'on avait une variation, mais une variation qui était située par rapport à ce qui avait été construit dans des lieux bien spécifiques. En particulier, l'Europe occidentale, hein, mais pas que.
Il y a des zoos très anciens qui existent dans l'empire aztèque, inca par exemple. Donc il y a des formes de normes qui émergent dans des endroits différenciés. Mais pour autant, on n'avait pas du tout de variation parce que l'exotisation, c'est finalement l'écart à une norme implicite. Donc ça, c'est un premier grand sens qui est très intéressant parce que du coup, le zoo, d'une certaine façon, ça devient une sorte de miniature du monde dans lequel l'Afrique est surreprésentée, voire qui d'une certaine façon se limite à l'Afrique et dans lequel le monde occidental est quasiment absent. Il y a très rarement, voilà, dans les zoos contemporains, il y a plein de systèmes de classement qui ont existé, mais aujourd'hui, il y a un système qui est souvent mis en avant, c'est découpage par continent. Et donc, dans les zoos, on va trouver des continents dans lesquels l'Afrique est surreprésentée, un des rares cas où elle est surreprésentée, dans les atlas, et où l'Europe est absente, l'Amérique du Nord est présente très ponctuellement. Donc on a une miniature du monde, mais d'un certain monde, qui est le monde exotisé, et qu'on peut évidemment rattacher au processus de colonisation, à la façon dont finalement une norme locale est devenue universelle. On ne trouve pas ça que dans les zoos évidemment, mais au fond l'exotisation renvoie bien à ces processus de structuration de ce qui est le normal, l'autochtone et puis l'exotique. Et donc effectivement les zoos sont associés de manière très puissante avec le processus d'expansion coloniale, avec la marchandisation. On a eu la marchandisation des épices, mais on a eu aussi la marchandisation avec des niveaux très importants des animaux. Karl Hagenbeck, il invente une scénographie, mais il est aussi un marchand d'animaux qui va vendre des dizaines de milliers d'animaux dans le monde. Donc il y a aussi une forme de marchandisation des animaux et puis de structuration de réseaux commerciaux dans lequel les empires se structurent également. Et puis c'est aussi des formes de diffusion d'une certaine idée, de certains rapports à la nature. C'est-à-dire que quand les espaces coloniaux se structurent, on va mettre en place des services spécifiques. Il va y avoir par exemple un théâtre qui va être installé dans une grande ville d'un espace colonisé, puis on va installer aussi le zoo. Et donc le zoo, c'est un équipement aussi qui accompagne d'une certaine façon la structuration des espaces urbains qui sont dominés. Parce que s'y diffuse aussi un certain type de rapport à la nature, une certaine façon de voir, de penser la nature. C'est aussi un espace, c'est encore, si on veut creuser un petit peu cette question de l'exotisation, c'est aussi un espace évidemment où sont rendus sensibles des formes de hiérarchie implicites entre les espaces, puisque d'une certaine façon, bien sûr, il y a la beauté des animaux en question, l'intérêt des espaces qui sont représentés, mais il y a aussi en arrière-plan l'idée qu'il y a des espaces qui sont plus ou moins sauvages que d'autres. Et donc la dichotomie classique, les deux polarités entre la civilisation et puis la sauvagerie sont articulées. Et donc du coup, le zoo a aussi pu participer de la hiérarchisation de populations avec ce qu'on a parfois appelé, même si l'appellation a pu être critiquée, des zoos humains, c'est-à-dire des espaces dans lesquels finalement on présentait des populations avec les animaux auprès desquels ils étaient censés vivre. Et donc c'était une sorte de spectacle qui se faisait notamment au moment des expositions coloniales. Le zoo de Vincennes notamment émerge à ce moment-là. Il va rester se reconfigurer ultérieurement, mais on va avoir des animaux et puis les populations qui vivent avec eux ou qui sont censées vivre avec eux. Et évidemment, à aucun moment on va avoir population européenne dans ces mêmes zoos. Donc le zoo ne présente quasiment jamais ou jamais l'Europe et évidemment jamais de population européenne. Donc c'est pas un lieu de présentation de la diversité du monde ou de la diversité anthropologique, mais de populations et d'espaces qui sont pensés comme des espaces sauvages effectivement et exotiques. Alors le deuxième grand volet de l'exotisation, il me semble, c'est la façon dont on va rendre des animaux dangereux qui peuvent nous tuer vraiment. Un éléphant, un gorille, une panthère, c'est des animaux qui peuvent nous tuer. Si on est face à eux, voilà, sans aucun dispositif, en fait, on n'a pas du tout un moment qui est plaisant, mais plutôt une peur intense qui nous amène à nous enfuir, à espérer qu'on va être épargné. Et donc, ce que fait le zoo, c'est transformer un être qui peut nous tuer en un objet de désir. En fait, l'exotisation, c'est aussi la production voilà, du désir, et produire le désir de ces animaux qui sont évidemment magnifiques, qui sont charismatiques, mais qui sont aussi extrêmement dangereux pour une partie d'entre eux. Ça passe par un dispositif qui est celui du zoo. Le zoo, il va médiatiser, en fait, il va rendre possible la rencontre dans certaines conditions
d'animaux qui seraient sinon trop fuyants, on les verrait pas, en fait, ils seraient invisibles, ils nous entendraient de loin, ils partiraient, évidemment ils nous les mettent à proximité, et construit par le système de la cage, un dispositif de visibilité qui est extrêmement puissant, et puis aussi par l'habituation avec le public, des animaux qui sont en fait très éduqués au public et qui donc vont pas s'enfuir, vont pas devenir tous fous et qui donc du coup donnent une rencontre qui est plaisante. Donc l'exotisation, c'est aussi d'une certaine façon la transformation de ces animaux qui deviennent des animaux de zoo et non plus des êtres exotiques et sauvages qui existent en dehors des espaces zoologiques. Alors, en lien avec finalement ma déception initiale dans mon terrain où finalement il y avait des variations qui étaient très limitées, donc ça m'a amené en fait à lire de manière un peu plus approfondie la littérature anthropologique et en particulier les travaux de Philippe Descola. Et en fait, en lisant à la fois ces travaux sur lesquels il réfléchit sur les ontologies, des formes finalement, des formes de rapport au monde, aux vivants qui sont pas des humains, parfois aussi aux objets, réfléchir au fait qu'il n'y a pas une variation infinie de types de rapports qui existent, et en articulant ça aussi avec la littérature historique qui montrait des lieux d'émergence qui n'étaient pas infinis en fait des zoos, j'en ai fini à penser ou à réfléchir au fait que le zoo effectivement n'était pas un universel, c'est-à-dire que le zoo renvoyait pas finalement à un dispositif qu'on trouverait dans toutes les sociétés, dans tous les espaces, qui varierait localement en fonction de règles qui seraient spécifiques, mais qu'au fond le zoo c'était d'abord un système de pensée qui du coup était localisé à la fois historiquement et anthropologiquement. En fait, le système de pensée que propose Philippe Descola propose une sorte de carré ontologique, c'est-à-dire 4 grands types de rapports aux vivants non humains. Et ce qui est assez intéressant, c'est que au fond, les zoos n'étaient possibles que dans 2 de ces carrés, c'est-à-dire le monde dans lequel on vit nous, qui est le monde finalement de ce qu'il appelle le naturalisme, c'est-à-dire un monde dans lequel de manière récente, ce qu'on va faire, c'est penser des formes de continuité des corps des humains et des animaux. Nous sommes des mammifères et donc voilà, comme les lions, comme les gorilles, finalement on a un fonctionnement du corps qui a des formes de continuité. D'ailleurs on peut penser aux xénogreffes, on réfléchit à des façons d'utiliser le corps des animaux pour améliorer ou réparer nos propres corps. Par contre, un système dans lequel on va avoir des formes de coupures importantes dans l'esprit, le cerveau, l'âme, voilà, il y a plein de vocabulaire qui a pu être mobilisé entre les humains et les animaux. C'est-à-dire qu'il y a une vraie rupture entre les humains et les animaux. Donc ça, c'est, dit très simplement, ce que serait le naturalisme. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a finalement une continuité de corps entre les humains et les animaux, par contre, une discontinuité très importante d'esprit entre les humains et les animaux. Et ça, en fait, ça rend possible le fait de saisir les animaux et de les enfermer pour son plaisir. En fait, le zoo n'est possible que dans des systèmes dans lesquels il y a finalement une rupture en termes d'esprit entre humains et animaux. Et donc on va le retrouver également dans les systèmes qui sont les systèmes qu'on va retrouver chez les Incas en particulier, dans lesquels il y a aussi cette rupture où l'esprit des humains et des animaux est diversifié. Et donc en fait ce qui apparaît, c'est que le zoo en fait il émerge dans des lieux spécifiques et il va ensuite se diffuser au moment en particulier de la colonisation. C'est-à-dire que ce qui se diffuse, c'est pas seulement une installation, c'est pas seulement un dispositif, mais aussi un certain type de rapport à la nature. Un type de rapport à la nature dans lequel, au fond, il y a une discontinuité d'esprit entre humains et animaux. Voilà, si on en revient aux terrains qui sont explorés par Philippe Descola, en fait, on trouve pas de zoo en Amazonie, tout simplement parce que on est dans des systèmes dans lesquels il n'y a pas cette discontinuité entre les humains et les animaux. Ils peuvent faire partie de notre famille, c'est des membres par alliance de la famille, on s'adresse à eux par des rêves,
Enfin, ils nous répondent par des rêves, on s'adresse à eux par des chants qui peuvent être ritualisés, et ils font partie finalement d'une communauté dans laquelle la rupture est clairement pas celle de l'esprit. On voit bien qu'ils ont des corps qui sont différents des nôtres, mais ils ont des formes d'esprit qui sont très continues. Et donc on n'enferme pas sa belle-mère, par exemple, voilà, au zoo parce que ça ne se fait pas. Donc du coup, il y a des espaces dans lesquels le zoo n'émerge pas historiquement dans un premier temps. Et puis après, évidemment, le monde se reconfigure, et en particulier au moment des épisodes de colonisation, de mondialisation. Et donc ce qui va circuler, c'est des dispositifs qui sont aussi des formes de rapport au vivant. D'une certaine façon, les jardins botaniques ont aussi participé de cette façon de mise en ordre de l'empire colonial britannique, par exemple. Kew Gardens a bien étudié de ce point de vue-là. Et donc les zoos participent de ce système de mise en ordre de la nature et de diffusion de ce rapport à la nature. Oui, effectivement, le jardin zoologique, on le pense, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on le pense souvent comme un lieu de l'exotisme et du sauvage. Et effectivement, hein, c'est les deux grandes caractéristiques qui semblent définir les animaux qu'on y présente. C'est pas des animaux du quotidien, à la fois parce que ils viennent pas d'ici et parce qu'ils sont pas en relation, peu en relation avec nous. Le sauvage, d'une certaine façon, il se construit par cette idée d'une forme d'indépendance vis-à-vis des humains et de leurs actions, et peut avoir des sens variés. Là aussi, hein, c'est un processus de production sociale, donc le sens du sauvage va changer. Pendant longtemps, il est associé à la férocité. Le sauvage, c'est ce qui est féroce, qui peut nous tuer, ce qui nous rend vulnérables. Et progressivement, le sauvage va garder en partie cette signification, mais va de plus en plus être articulé à la question de l'authenticité. Ce qui est sauvage, c'est ce qui est véridique, c'est l'animal vrai, c'est-à-dire celui qui n'a pas été transformé par l'action humaine. Et donc, du coup, effectivement, le zoo met en avant, et ça, c'est la communication, mais c'est aussi ce qu'on a en termes d'imaginaire quand on va au zoo, et articulé avec cette idée qu'on vient voir des animaux qui sont des animaux sauvages, c'est-à-dire des animaux qui ont une forme d'indépendance. Et c'est vrai que c'est très surprenant parce que le zoo, c'est un espace de contrôle très important, par l'enfermement bien sûr, mais plus surprenant quand on l'étudie par la façon dont le contrôle de la reproduction va être réalisé. En fait, les zoos pendant très longtemps ont été des espaces qui s'alimentaient par des prises dans les espaces où vivaient ces animaux, qui étaient ensuite transférés vers les zoos qui les demandaient. Donc vraiment un commerce d'animaux qui était extrêmement important, parce qu'il y avait des taux de mortalité extrêmement forts. Hein. Les animaux mouraient au zoo très rapidement, passaient rarement l'hiver. Et progressivement, toute une série de conventions, notamment celle de la CITES, hein, à partir de la moitié du XXe siècle, on va restreindre ce commerce des animaux sauvages et exotiques, au moins pour les zoos les plus importants. Et donc, les populations de zoos sont de plus en plus, quasiment exclusivement, devenues des populations qui naissent uniquement de la reproduction au sein des zoos. Donc, on a quelque chose qui est très intéressant, qui est que on a un imaginaire du sauvage, donc d'espèces qui sont finalement indépendantes des humains, et en même temps un espace du contrôle très important, y compris de la reproduction. Pourquoi est-ce qu'on reproduit les animaux? D'abord parce que c'est devenu le mantra des zoos, c'est devenu leur façon de justifier leur existence. Hein. Les zoos se présentent plus comme des espaces finalement où on a le plaisir de voir des animaux extraordinaires, mais des espaces dans lesquels finalement on va conserver des espèces en voie de disparition dans un but de réintroduction. Donc ça c'est le discours très intelligent hein, qui a été mis en avant par le monde zoologique en se présentant comme des sortes d'arches de Noé qui existent parce que la société est destructrice et que donc il faut préserver pour le futur, pour les générations futures, des espèces. Et donc la reproduction évidemment elle est cruciale, hein. Il faut pouvoir reproduire pour pouvoir maintenir l'espoir d'un futur meilleur. Donc c'est vraiment un imaginaire d'un futur réparé, d'un futur meilleur que celui qui est en train de se dessiner. C'est aussi l'imaginaire d'une capacité d'agir contre la dégradation du monde, son empoisonnement, que les zoos mettent en avant, qui est très puissant. Hein. Le discours de l'extinction, c'est un discours évidemment qui nous touche, hein, celui d'une mort collective, et le zoo se présente comme un rempart face à cette mort collective, à cette dégradation de l'environnement, et donc ça c'est quelque chose qui est devenu extrêmement puissant face au discours notamment
animaliste qui met en avant la subjectivité, l'individualité d'animaux qui sont sacrifiés puisqu'ils sont enfermés, dominés dans des espaces zoologiques. Donc ces deux discours qui portent voilà sur des enjeux qui sont assez différenciés finalement se rencontrent. Mais effectivement, du coup, ce qu'on a, c'est un contrôle de la reproduction qui est extrêmement important, puisque le danger, évidemment, qu'on a à ne plus avoir d'animaux qui viennent de l'extérieur, c'est en fait l'émergence de problèmes génétiques, de tares génétiques, et puis donc d'animaux qui, d'une certaine façon, par la consanguinité, finissent par devenir, ne peuvent plus être viables. Et donc, du coup, se sont développés toute une série de systèmes dans lesquels on va essayer d'apparier les animaux pour maximiser ce qu'on appelle la variabilité génétique, pour éviter justement l'émergence de ces maladies congénitales. Et donc il y a un système d'échange entre zoos et de programmation en fait de la reproduction des animaux entre eux, ce qui fait que les animaux vont circuler entre établissements, souvent de manière internationale, pour essayer de croiser les animaux afin de maintenir une forme de variabilité génétique qui permettrait idéalement de les réintroduire dans un futur lointain. Et ce qui est très intéressant, c'est que la définition de la domestication classique, c'est une définition qui s'appuie en particulier sur l'idée d'un contrôle de la reproduction. Et en fait, ce qu'on a aux zoos, c'est vraiment en fait non pas un monde sauvage qui serait celui complètement détaché de l'humain, mais un monde qui est plutôt celui de l'élevage. Ce qu'on fait aux zoos, c'est d'élever des animaux, pour qu'ils soient sauvages. Et donc cet élevage du sauvage, ce qui est tout à fait effectivement frappant comme opposition, il passe par ce contrôle très important de la reproduction, mais aussi par finalement l'apprentissage de toute une série de techniques qui leur permettent de vivre aux zoos. C'est-à-dire des choses qui vont leur permettre de ne pas devenir fous dans les enclos, qui vont leur permettre de rester aussi à distance des visiteurs. C'est-à-dire que ce qu'on va avoir, c'est sur le temps long, en fait, une mise à l'écart, une non-reproduction, voire parfois des abattages des animaux qui sont dangereux ou qui se comportent d'une manière déviante. Donc il y a en fait toute une série de façons de contrôler à la fois la génétique, mais aussi le comportement des animaux, qui est bien une forme de contrôle des humains. Alors qu'on peut mettre en avant comme une forme de domination, mais on peut aussi mettre en avant comme une forme d'apprentissage d'une vie en commun. Il y a des définitions de l'élevage qui mettent en avant ça. Les éleveurs, ils élèvent des animaux, non pas pour les tuer, mais d'abord pour vivre avec eux. Parce que mettre en avant par exemple Jocelyne Porcher, et d'une certaine façon, ce qui apparaît aux zoos, c'est qu'on a quelque chose qui est assez similaire, c'est-à-dire qu'on a un élevage dans lequel on est finalement très loin de l'imaginaire du sauvage classique, mais dans lequel on maintient bien des formes de liens avec des animaux très spécifiques. D'une certaine façon, ce qui me semble central aux zoos, c'est plutôt ça, c'est-à-dire que c'est pas tant... J'ai des réserves importantes sur le discours à la fois des animalistes qui disent que le zoo c'est mal parce que c'est un espace de domination, parce qu'au fond, bien sûr, il y a de la domination, il y a de la violence anthropique, mais il y a de la violence anthropique entre humains, avec les animaux, et ce depuis toujours. Donc c'est une forme renouvelée de violence, ce qui ne veut pas dire qu'elle est positive en soi, mais c'est pas l'objectif du zoo. On ne construit pas un zoo pour être violent avec les animaux. Mais j'ai une réserve tout aussi grande vis-à-vis du discours qui est celui de la conservation, parce qu'au fond, elle est pleine d'apories, cette conservation, la réintroduction est quasiment impossible, parce que ces animaux sont en fait devenus des animaux de zoo, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des choses absolument incroyables qu'on ne voit pas en dehors des zoos, par exemple des singes qui font des lacets, qui nouent des nœuds, des félins qui sont habituellement extrêmement méfiants vis-à-vis des humains, qui s'en rapprochent, qui jouent avec les visiteurs, donc ils ont des comportements sociaux tout à fait originaux, mais par contre ils sont absolument pas équipés pour chasser, pour se méfier des prédateurs, et donc en fait, pour la plupart des grands animaux les plus charismatiques, la réintroduction est tout simplement vouée à l'échec. Il y a très peu de réintroductions qui fonctionnent réellement, il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment l'exception. Et donc du coup, on est clairement, je pense pas dans le zoo, ni dans quelque chose qui relèverait uniquement de la domination pure, du sadisme, ni dans quelque chose qui serait de réparer le monde dans le futur, mais bien dans un espace qui maintient des liens
avec des animaux extraordinaires, effectivement, esthétiquement incroyables, charismatiques, et à mon avis, ça c'est aussi un point qui est très intéressant, et qui maintient une forme de trouble dans cette relation. C'est-à-dire que le zoo, contrairement ce qu'on peut voir dans des discours justement qui sont très purs, hein. On va préserver les animaux de toute ingérence humaine, il ne faut pas qu'ils soient dominés, ou au contraire, on va uniquement les préserver pour les générations futures. Le zoo, c'est un espace dans lequel on ne peut pas ne pas voir l'enfermement, on ne peut pas ne pas voir le fait que certains comportements soient étranges. C'est-à-dire qu'il y a en fait la violence anthropique ou la présence anthropique, finalement elle est toujours présente. On peut pas l'invisibiliser. On n'est pas du tout dans ce qu'on aurait par exemple dans des abattoirs industriels où la violence est totalement invisibilisée. On a des espaces dans lesquels la pluralité des relations avec les animaux en fait elle est toujours visible. C'est à la fois des êtres qu'on trouve incroyables, qu'on trouve magnifiques, qu'on adore, qu'on trouve très beaux, qu'on a envie d'embrasser, et en même temps qui sont enfermés, qui tournent en rond, qui finalement ont des comportements qui peuvent sembler déviants. Et donc ce qui me semble intéressant aux zoos, c'est que il rend compte d'une forme de pluralité des relations aux animaux qui est toujours maintenue. On est toujours dans quelque chose qui est à la fois de l'amour et puis de l'enfermement, à la fois de l'intérêt et puis de l'ennui. Donc je trouve que peut-être que une des fonctions centrales du zoo, c'est bien ça, c'est-à-dire ce lieu qui permet une rencontre vivante. C'est bien ça, on vient voir des animaux vivre, c'est-à-dire faire des choses, nous regarder, nous distinguer peut-être, des animaux extraordinaires, et les voir dans des conditions qui sont pas finies, c'est-à-dire dans lesquelles il y a une variété, un trouble du type de relation qu'on entretient avec eux qui reste toujours présent. Les zoos sont confrontés de plus en plus à des critiques qui sont virulentes, hein, d'associations animalistes diversifiées, et on voit des premières actions publiques, politiques, hein, qui interdisent, pas encore les zoos, mais des équipements qui ont des formes de proximité. Les cirques, les Marineland, par exemple, hein, autour d'arguments qui sont ceux de dire que on n'a pas le droit d'enfermer des animaux pour notre simple plaisir. Alors du coup, le discours des zoos sur la question de la conservation, il est évidemment extrêmement puissant, puisque c'est pas pour notre simple plaisir, mais c'est pour la survie de la diversité du vivant sur Terre. Donc ça, c'est un argument qui est puissant. Pour autant, ce qui est certain, c'est que les zoos sont dans une position qui est effectivement une position plus tendue qu'elle ne l'a été. Hein. Les critiques sont vraiment très importantes. Et donc l'avenir des zoos va sans doute être celui de forme de reconfiguration dans laquelle il n'est pas impossible que on considère plus possible de présenter certains animaux spécifiques. Les grands singes, évidemment, c'est un enjeu spécifique, ou alors dans des dispositifs qui seront vraiment très particuliers. Hein. C'est sûr que si vous allez aux zoos du Bronx, c'est des espaces qui sont très grands, très scénarisés, où la question de l'enfermement finalement semble moins présente, même si au fond elle est toujours là. Sans doute qu'il y a certains types de cages ou de systèmes de présentation qui seront plus admissibles. Donc ce qui est probable, c'est qu'on va avoir des formes de reconfiguration. Par contre, je ne crois pas du tout à l'idée que les zoos disparaissent, parce que au fond, je crois pas qu'il y ait de dispositif qui les remplace. On a pu penser à un moment qu'avec l'émergence du cinéma ou du documentaire, qu'on allait finalement avoir beaucoup moins d'intérêt à aller au zoo, parce que finalement, si on y réfléchit bien, souvent c'est beaucoup plus passionnant ce qui se passe dans un documentaire. Les animaux font plein de choses exceptionnelles qu'on voit rarement, et au zoo, ce qui se passe souvent, c'est qu'on a des animaux qui dorment, ou qui font rien, ou qui nous ignorent, et que donc d'une certaine façon, on peut être déçu au zoo. On est souvent déçu au zoo. On peut sortir déçu et en plus se sentir un peu mal à l'aise face à la question de l'enfermement. Donc on pourrait se dire que ça, c'est quand même pas très vendeur, hein, que les zoos en souffriraient beaucoup. Or, il y a des zoos qui ferment, bien sûr, mais globalement, l'institution zoologique est plutôt en croissance, ou en tout cas en termes de maintien, et on a toujours 700 à 800 millions de visiteurs annuels dans les zoos, donc des fréquentations qui sont extrêmement importantes. Donc probablement qu'en fait, il y a une fonction sociale qui n'est pas remplie par un autre dispositif qui existe. Et je crois que le fait de voir des animaux vivants,
la rencontre vivante, ça c'est quelque chose qui peut pas être remplacé par la représentation. C'est-à-dire que le cinéma, le documentaire, peut-être même la réalité virtuelle ne sont que des médiatisations de quelque chose qui peut pas se représenter, mais qui doit s'expérimenter. Et c'est la vie de ces animaux. Et c'est justement parce que c'est pas des robots, c'est justement parce qu'ils peuvent nous ignorer, c'est justement parce que ils ont le choix, un certain choix, évidemment, dans les limites de leur enclos, mais on peut pas les forcer à nous regarder, on peut pas les forcer à nous distinguer. Et donc c'est vrai que la possibilité que cette rencontre existe, hein, c'est vrai que ce qui est vraiment incroyable aux zoo, c'est quand un animal nous regarde, ou nous pointe du doigt, ou fait quelque chose avec nous. Alors là, il y a une rencontre pleine, ou plus pleine qui se passe, et ça, parce que c'est évidemment un espace médiatisé, parce que c'est un espace aussi qui est beaucoup moins coûteux que le safari. On pourrait dire le safari, oui, mais qui va au safari? C'est pas les mêmes moyens. Et bien au fond, c'est une rencontre, c'est un système d'organisation d'une rencontre qui me semble pas avoir d'équivalent. Du coup, je pense que évidemment les zoos vont continuer à se transformer, comme ils l'ont depuis plusieurs millénaires, mais je doute qu'ils disparaissent, sauf s'il y a un consensus politique pour dire que c'est inadmissible et que alors il faut les fermer. Mais je ne pense pas que ça fonctionnera, puisqu'il y a vraiment beaucoup de gens qui continuent à y aller.